Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez mal compris, qui est la question du TSV, le tir sportif de vitesse appliqué à la réalité, que ce soit dans le cadre du port d'armes civil ou professionnel, face à ce que les gens appellent le soi-disant tir tactique ou de combat, et qui malheureusement s'apparente plus souvent à du théâtre qu'autre chose. On va parler entraînement au tir, qu'est-ce qui constitue un bon ou un mauvais entraînement, les problèmes avec l'entraînement professionnel, notamment police, avec la confusion entre le côté plus technique du tir et la tactique. Bref, long sujet, mais avant tout je remercie une nouvelle fois CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de chiffrer votre connexion internet pour sécuriser vos données privées, d'accéder à des contenus étrangers comme le catalogue Netflix US par exemple, qui a plus de 1000 titres qui ne sont pas disponibles en France, ou au contraire, là c'est l'été, si vous êtes à l'étranger, ça vous permet d'accéder à vos contenus français, tout en ajoutant une couche de sécurité entre votre connexion internet et les sites que vous visitez. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine avec plus de 38 millions d'utilisateurs et c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 10 000 serveurs situés dans plus de 1000 pays différents qui vous permettent d'accéder au contenu de plus de 35 plateformes de streaming, où que vous soyez, et ce, sans jamais conserver vos données utilisateurs. C'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, Android, iOS, Linux, les Smart TV, les consoles de jeux, etc. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils à la fois, donc votre téléphone, votre tablette, votre PC, etc. Et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Vous avez même une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque. Et en cas de besoin, vous avez une assistance en français 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour obtenir une énorme réduction sur CyberGhost VPN, accéder à vos contenus n'importe où en chiffrant vos données, et moi, je vous retrouve au stand de tir. Bon, le titre est volontairement provocateur, pourquoi les flics tirent aussi mal? La réponse simple, c'est 90 cartouches par an. Putain, j'ai levé de soleil en pleine tronche. Même dans les unités qui ont accès à des cartouches, le niveau n'est pas mirobolant non plus, donc c'est bien qu'il y a un problème de méthode. Donc il y a aussi un gros problème de ressources dans l'entraînement pro, de ressources matérielles, de temps, d'envie, de doctrine, etc. Et pour mettre un chiffre sur les choses dont je parle, il y a quand même certains départements de police aux USA qui ont des pourcentages de projectiles qui touchent le suspect autour des 10 à 20%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 8 à 9 balles qui finissent dans la nature sur 10 et un pourcentage assez important de fusillade, enfin d'engagement, où il y a carrément 0 balle qui touche le suspect. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il faut bien comprendre que ces changements ne viendront pas de l'administration, ou alors dans 10, 20, 30 ans, les changements doivent venir des gens qui ont envie de s'améliorer. Donc moi je m'adresse aux gens qui ont envie de s'améliorer, aux instructeurs qui ont envie de s'améliorer en tir, aux gens qui ont les moyens matériels de s'améliorer, c'est-à-dire qui ont accès à des stands moins restrictifs, qui ont accès à des clubs de TSV, qui ont accès à des stands pro dans lesquels ils sont un petit peu plus libres, etc. Donc je comprends que c'est un sujet qui touche pas grand monde, mais moi c'est un sujet qui m'intéresse et j'ajoute que tout ce que je vais dire, c'est pas de la critique juste pour critiquer, c'est pour faire comprendre certaines choses aux gens de bonne volonté qui sont prêts à changer leur façon de faire. Et toutes mes critiques se limitent au cadre purement technique du tir plutôt que tactique, même si c'est un petit peu lié, mais justement on verra que l'un des gros problèmes de l'entraînement pro, c'est l'incapacité à dissocier les deux. Au final on se retrouve avec un espèce d'entraînement pseudo-tactique qui est nul à chier à la fois en technique et à la fois en tactique. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc moi à la base je suis simplement quelqu'un qui porte une arme au quotidien, ce qui est une responsabilité qui moralement exige un très haut niveau, même si la plupart des porteurs d'armes, pro comme civils, c'est valable pour les deux, sont nullissimes et ne font rien pour s'améliorer, alors que les conséquences de l'usage d'une arme à feu sont potentiellement dramatiques. Bref, moi quand j'ai voulu commencer à m'entraîner sérieusement, j'ai pris le chemin classique, formation tactique avec des anciens FS, etc. Et autant ça peut faire passer de mauvais à moyen, mais pour passer de moyen à bon, je me suis rendu compte que c'était pas par là qu'il fallait regarder. D'où la question de la compétition et du TSV. D'ailleurs, je fais remarquer qu'il y a une espèce de conditionnement mental en France, ne serait-ce que dans le nom de la discipline, tir sportif de vitesse. Aux États-Unis, on appelle ça du tir pratique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on développe des compétences pratiques qui peuvent servir dans la vie réelle. En France, il y a vraiment une distinction entre le sport et l'opérationnel. Et même le nom tir sportif de vitesse est un peu trompeur, c'est pas que du tir de vitesse, c'est une discipline dans laquelle on optimise sa vitesse et sa précision, le tout en mouvement. Or, regardez au bas mot les 3/4 des vidéos de OIS, comme on dit, des fusillades impliquant des policiers. Généralement, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus précis, le plus rapide et le plus mobile. C'est-à-dire la capacité soit à se déplacer vers un couvert en tirant en mouvement, la capacité à bouger autour d'un véhicule, etc. Car la réalité est rarement statique. Donc sur ce, j'ai commencé à gravir les échelons en USPSA, qui est l'IPSC américain. Je crois qu'à la prochaine mise à jour des qualifications, je devrais être master, ce qui me met en gros dans le top 7%, je crois, de tous les tireurs TSV aux USA. Donc il est vrai qu'arriver à ce niveau, ça représente beaucoup de travail, beaucoup de cartouches, beaucoup de drill à sec. Je comprends que tout le monde n'a pas autant de ressources à dédier au tir, notamment les professionnels pour qui le tir, c'est juste une partie de leur travail. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait la formation drill à sec, c'est pour ça que je forme des gens ici, c'est pour leur faire gagner du temps. Mais quand on s'entraîne dans ces proportions, on arrive à un niveau de compréhension du tir, quand on s'entraîne de manière très consciente, c'est-à-dire qu'on fait attention aux moindres détails. Je rappelle que chaque impact en cible, c'est de l'information. On arrive à un niveau de compréhension que n'ont pas 99% des tireurs et malheureusement, au bas mot, 90% des instructeurs. Et en fait, c'est en arrivant à ce niveau qu'on se rend compte de la quantité mais abyssale de conneries qui existent dans le milieu de la formation au tir, des trucs mais
du spectacle, du théâtre, des trucs qui n'ont strictement aucun sens et qu'on retrouve malheureusement chez les 3/4 des sociétés de formation. D'une part parce que ces gens régurgitent ce qu'ils ont appris soit auprès de leurs unités, soit auprès d'autres instructeurs, sans jamais remettre en question, à cause de l'aspect marketing, Instagram, etc. Tous les trucs les plus spectaculaires, les plus flamboyants, c'est ce qui fait vendre des formations. Parce que le monde du tir est un milieu dans lequel, étant donné que personne ne comprend rien à rien, il est tellement facile de vendre tout et n'importe quoi au public, surtout quand vous avez appartenu à telle ou telle unité et que vous vous reposez plus sur un titre que vous avez porté un jour que sur les choses que vous êtes réellement capable d'accomplir aujourd'hui. Et en fait, le niveau général est tellement bas qu'il suffit d'être moyen pour impressionner les gens complètement nuls, quoi. C'est vraiment l'expression au royaume des aveugles, les banques sont rois. Donc ce constat étant posé, avec un ami instructeur police ici, on a monté une société de formation au tir. Non pas de tactique, juste technique typée TSV, dynamique, etc. avec un gros accent sur les fondamentaux. Et en fait, quand on parle des fondamentaux, on parle exactement de la même chose chez un débutant que chez un champion du monde. C'est simplement que chez un tireur de haut niveau, tout est exécuté à plus haut niveau, plus rapidement, etc. Mais il n'y a pas de secret, c'est vraiment les mêmes choses qu'il faut travailler, le travail visuel, le grip, etc. Toutes les choses dont je parle dans la formation de drill à sec. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux gens, que les fondamentaux, c'est pas un truc de débutant. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que chez tous les gens qui pensent avoir un assez bon niveau en tir, etc., qui font de la formation tactique et ceci, cela, il y a énormément de choses à corriger. Et au final, les gens font des formations de combat, des trucs pour lesquels, en fait, ils n'ont pas 10% du niveau technique nécessaire à ce que ces choses tactiques leur servent à quelque chose, quoi. Donc sur ce, on travaille avec des policiers, des civils, des SWAT teams, des gens en police qui veulent intégrer le SWAT, qu'on aide à arriver au niveau pour passer les qualifications. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle je fais ça, outre que je veux aider les gens à progresser, c'est vraiment que je suis exaspéré par l'idée que les gens dépensent leur argent durement gagné pour apprendre des conneries pas possibles chez des gens qui leur vendent du théâtre, quoi. Donc on se retrouve avec des gens qui courent en tempo index de débiles au milieu d'un stand vide, qui scannent machinalement, qui simulent de suivre leur cible jusqu'au sol, qui crient pour rien, qui se roulent par terre, qui tirent dans toutes les positions, vraiment des trucs de débile mental. Mais ça impressionne encore du monde et c'est entre autres ce qui fait que le niveau pro est si bas, quoi. Ceci étant dit, là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens issus des unités spécialisées aux USA, des anciens Navy Seals, anciens Delta Force, etc. Des gens comme Mike Pannone, avec qui il m'arrive de tirer ici en USA, des gens avec qui j'échange assez souvent, et ils disent tous la même chose, à savoir que le TSV est la meilleure école, voire même la seule école pour arriver à un haut niveau de tir opérationnel. C'est pour ça que de plus en plus d'unités s'y mettent, c'est pour ça que de plus en plus d'unités font venir des tireurs TSV pour leur entraînement, etc. Donc ceci dit, avant que les gens commencent à raconter n'importe quoi en commentaire, ça ne revient pas à dire que le TSV est suffisant pour former un opérateur, ça ne revient pas à dire que le TSV est le reflet d'une confrontation armée ou que sais-je, personne n'a jamais prétendu que ça l'était. Ça revient simplement à dire que le TSV permet de surdévelopper les capacités techniques sur lesquelles viennent ensuite se greffer la tactique et tout le reste. Les capacités dont on parle, c'est évidemment de tirer vite, avec précision, à la demande, avec un petit peu de stress, en ayant une seule chance pour bien faire, avec du mouvement, au point où le mouvement avec une arme devient complètement inconscient, subconscient, sur des cibles à différents degrés de distance et de difficulté. Si les gens ne comprennent pas l'importance de ces capacités dans un contexte réel, on ne peut rien faire pour eux, quoi. Donc évidemment, je parle que de la partie tir, je parle pas de tactique, je parle pas de force on force, mais le problème c'est qu'on voit des gens faire du force on force avec un niveau en tir qui leur permet même pas de toucher de façon fiable. Même mon Glock en tombe à la renverse, la zone A d'une cible USPSA à 10 mètres, quoi. C'est-à-dire qu'ils font de la tactique avec un niveau technique qui leur permet pas justement d'aller au bout de la tactique, de finir le travail, etc. Et ça m'amène à l'un des problèmes majeurs de l'instruction pro, de ce que je constate, de ce qu'on me raconte, etc. C'est l'incapacité à dissocier le technique du tactique. Il faut bien comprendre que le stand de tir sert à s'améliorer en tir. Le force on force sert à s'améliorer en tactique. Or, ce qu'on voit 99% du temps, c'est des gens qui mélangent toujours les deux. C'est-à-dire que chaque drill de tir, donc, est inspiré de scénarios plus ou moins réels. Donc on ne focus pas du tout sur la partie technique pure. La technique est toujours polluée par du cinéma pseudo-tactique, des scénarios qui au final n'ont pas grand-chose de réaliste. Donc on fait un compromis entre les deux et au final on est moyen, voire mauvais dans les deux. Le meilleur exemple, c'est Instructeur Zero. C'est peut-être le mec le plus caricatural du monde dans ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Des trucs de débiles profonds. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai, où on le voit sur un tapis de course où il porte un sac de frappe, donc pour simuler une évacuation. Donc il a un sac de frappe sur l'épaule, il est sur un tapis de course, il marche, il tire en même temps. Jamais. Si vous voulez devenir fort pour porter des trucs lourds, allez à la salle de sport. Vous voulez devenir bon en tir, allez au centre de tir. Et mélanger les deux, c'est simplement du théâtre pour Instagram, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Et il y a encore des gens pour consommer ce genre de contenu, quoi. Donc sur ce, encore une fois, je vais gagner du temps en n'ayant pas besoin de répondre à ces commentaires qui vont inévitablement arriver. Et je vais répondre à tous les arguments qu'on entend systématiquement, en France du moins, dès que ça parle TSV et tir de combat. Alors celui qui revient toujours, c'est oui, mais l'opérateur, lui, il est dans la prise de décision, machin. Alors certes,
Déjà, moi, je parle de ce qui se passe une fois que la décision est prise. Une fois que la décision de tirer est prise, est-ce qu'il vaut mieux être bon ou mauvais? Alors, la question n'est pas compliquée à répondre, quoi. Ensuite, la prise de décision, c'est pas avoir un képi sur la tête qui fait que vous allez prendre une bonne décision ou pas. On le voit suffisamment dans les bodycams de flics, des mauvaises décisions, on en voit des millions. Donc évidemment, il y a une question d'entraînement, une question d'expérience, etc. Mais dans une situation tactique donnée, un civil peut prendre une bonne décision comme il peut prendre une mauvaise, un flic peut en prendre une bonne comme il peut en prendre une mauvaise. Je veux dire, être un opérateur, c'est pas la garantie de prendre une bonne décision. L'entraînement, en ce qui concerne tout ce qui est prise de décision, etc., laisse autant à désirer que l'entraînement au tir, quoi. Dans la prise de décision, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. La conscience situationnelle, la capacité à analyser la situation, à voir ce qu'il faut voir dans l'environnement, chez le suspect, analyser le comportement des gens. Il y a une bonne part de cognitif, et j'ajoute que chez quelqu'un qui a un haut niveau en tir, il y a toute une partie de cette charge mentale justement qui va être libérée parce que le tir est complètement inconscient, quoi. Il ne va pas se poser la question du dégainé, de la prise en main, de la détente, le truc, viser, etc. Tout ça, ça se fait en pilote automatique et ça lui permet de dédier plus de ressources à analyser la situation. Ensuite, ce qui revient toujours, c'est oui, c'est bien beau, mais de toute façon, sous stress, le niveau se dégrade. Mais si on part d'un niveau ici et d'un niveau là et qui se dégrade, est-ce qu'il vaut mieux encore être bon ou mauvais? C'est toujours une justification d'être mauvais, quoi. Alors ensuite, il y a mon argument préféré, c'est oui, mais face à du papier, c'est facile. Alors là, les gens en gros nous disent que eux sont nuls face à du papier, mais par magie, dans la vraie vie, ils deviennent bons. Quand ça commence à chauffer, ils ont le operator magic et ils sont au niveau, quoi. C'est-à-dire, devenez bon face à du papier, après on verra pour le reste. Et ensuite, il y a d'autres arguments un petit peu de ce genre-là, en fait, qui consistent à dire qu'il faut faire baisser la qualité de l'entraînement sous prétexte qu'au combat, tu feras pas ci, au combat, tu feras pas ça. Et en fait, tous les gens qui ont fait les deux disent tous la même chose. Les gens qui ont un haut niveau de TSV et qui ont été sur le terrain, qui ont été au combat, etc., ils disent tous que être face à du papier ou face à un ennemi, pour la partie purement technique, attention, encore une fois, je ne compare pas les deux, mais pour la partie purement technique, ils disent tous que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence pour eux. Ils ont un haut niveau face à du papier, ils ont un haut niveau face à un ennemi. Et en fait, les gens qui disent ça, il y a des exemples, le grip, de toute façon, sous stress, tu vas gripper à 100% avec les deux mains, donc c'est ce qu'il faut faire à l'entraînement, etc. En fait, ils font baisser le niveau de l'entraînement au niveau supposé du combat, au lieu de faire augmenter le niveau du combattant en faisant augmenter son niveau d'entraînement. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà, que vous soyez allé sur le terrain ou non, que vous soyez allé au combat ou non, que vous vous prépariez à telle ou telle situation, entraînez-vous à être le meilleur possible au stand de tir, quoi. C'est un concept qui est quand même pas compliqué à comprendre. Donc sur ce, on va les tirer un peu. Il y a un dernier truc auquel je pense sur la formation tactique, police, etc. C'est la question des cibles. Donc pourquoi est-ce que ça c'est le meilleur genre de cible pour s'entraîner? C'est valable aussi pour les cibles IPSC losange là. C'est parce que c'est une couleur unie en carton de haut en bas. Et ça rend très difficile le fait d'arriver à établir son focus sur un point au centre de la cible. Quand vous avez des cercles noirs comme une C50 ou quand vous avez des cercles au milieu sur les silhouettes là, en police ou alors un carré ou un triangle coloré au milieu, ça vous aide, ça naturellement ça attire le regard vers ce point-là. Ici, il n'y a rien pour attirer votre regard, il n'y a pas de béquille sur laquelle se reposer et ça va vraiment vous apprendre à travailler le travail visuel. Encore une fois, j'en parle toujours, c'est ce qu'il y a de plus important. On est capable de tirer seulement à la vitesse à laquelle on est capable de voir. On est capable de tirer avec la précision avec laquelle on est capable de focus sur la cible. Et quand je parle de focus sur la cible, c'est pas seulement de regarder sa cible, donc d'avoir la cible nette et les organes de visée flous, c'est d'avoir un focus, pensez aux yeux d'un chat qui regarde une souris qui s'apprête à sauter dessus. C'est vraiment un focus, comme dit Ben Steger, c'est se concentrer sur un point imaginaire au milieu de la cible avec de la haine dans le cœur. Et une fois que vous êtes capable de maintenir un focus visuel intense au centre de ces cibles-là, pareil sur des transitions, etc., c'est là qu'on commence vraiment à franchir des paliers en termes de niveau. Et c'est pour ça que je rigole quand je vois des cibles soi-disant cognitives avec des triangles, des carrés, des croix, rouges, jaunes, verts, des chiffres, des lettres, etc. Ah, ça, c'est encore une fois des trucs de débiles, quoi. C'est encore une fois du spectacle. Donc voilà, travailler sur du carton, c'est vraiment le meilleur moyen de devenir vraiment bon. Un exemple tout bête, vous prenez un parcours IPSC, vous mettez les mêmes cibles avec une gommette noire au milieu, les pourcentages de coups au but vont augmenter de manière exponentielle. Donc voilà, ça rajoute de la difficulté, mais encore une fois, le visuel, c'est ce qui est le plus important, que ce soit au centre de tir, que ce soit dans la réalité, et c'est avec ce genre de choses que vous pourrez travailler, pas avec des petites croix, des ronds, des cercles, jaune, bleu, vert. Bon, on va commencer à tirer avec quelques exemples de qualification police. Donc j'ai une cible, des plots par terre, ça va être les standards minimums qu'il faut réussir pour intégrer la police. Je m'intéresse plus au tir police que militaire, parce que militaire c'est un spectre beaucoup plus large qui va aller du CQB à des plus longues distances en équipe, etc. Alors que la réalité de la police est plus proche de la réalité d'un civil, déjà en termes d'environnement, des situations assez anodines qui peuvent dégénérer très rapidement, où ça va être votre vitesse, votre précision et votre capacité à vous déplacer qui va faire la différence. Donc Arizona Post, la première que j'ai trouvée sur Google, avec une zone core qui va faire la taille de la zone Charlie, une cible USPSA, donc tout ça. Donc c'est assez large. Départ, 5 yards from the ready.
3 shots walking towards 3 yard line, 3 seconds. Donc départ 5 yards, 3 coups en marchant vers la ligne des 3 yards en 3 secondes. Départ ready, c'est parti. Voilà, on est en 1,34 et on a les 3 coups qui sont ici. Je rappelle que la zone fait cette taille là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Attends, je vais le faire une fois quand même, vitesse, à la vitesse de la qualification pour vous montrer la différence. Voilà, on est en 2,59. Est-ce que c'est une vitesse qui prépare à la réalité? Certainement pas. On va passer, la suite c'est 7 yards, draw, 6 body reload, 12 seconds. Donc 7 yards, 6 coups, rechargement, 3 coups en 12 secondes. On est en 4,50, 4,52. On est tout dans la zone alpha, en ayant pris un petit peu mon temps sur le build drill au début, sur les 6 premiers coups, avec un rechargement assez lent. Donc celle-là, je vais m'amuser à la faire vitesse réelle, enfin vitesse de la qualification. Ça va être assez parlant. Alors on est en 9,43. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un petit peu plus intéressant, 15 yards, 2 dans le corps, 1 à la tête en 6 secondes. Voilà, 2 corps, 1 tête en 6 secondes. Celle-là, ça doit être la plus difficile de toute la qualification. Est-ce que j'ai assez de cartouches là-dedans? On est en 2,53. On est tout dans la zone alpha, dans la tête également. Donc voilà, ça continue comme ça, il y a d'autres exercices. C'est tous à peu près le même niveau de difficulté. Comme j'ai pas de rétention sur le holster, on peut me rajouter une demi-seconde. Mais bon, ça change pas grand-chose. Donc quelques petites observations. Donc on voit que déjà la zone qu'il faut toucher, c'est ça. C'est-à-dire qu'à 3 yards, à 2,50 m, vous pouvez avoir une balle ici, une balle là, en tir lent, et quand même passer la qualification police, quoi. Donc c'est quand même assez inquiétant, même si évidemment les qualifications c'est des standards minimum. Le problème c'est que la plupart des gens se contentent de ces standards. Le but, quand vous leur parlez, c'est d'arriver à passer. Une fois qu'ils ont passé, l'entraînement n'est pas beaucoup plus dur que ça. Bon là je suis pas très content de celui-là, c'était sur les 6 coups rapides. Je suis pas très content de mon coup à la tête, il est un petit peu trop sur la droite, mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. Donc on a vu que c'est des vitesses qui préparent pas à la réalité. La réalité ressemble plus à quelque chose comme ça. Si vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur Instagram récemment, ça ressemble plus à quelque chose du genre battre en retraite en tirant le plus rapidement possible. Donc là, 6 coups, 1,62. Et on est encore dans le même groupe de tir du milieu. J'en ai mis un deuxième juste ici, avec des splits en 0,18, 0,16, 0,15, 0,16, 0,18. Alors, le problème du tir lent, c'est que ça ne prépare pas du tout au tir rapide. Tirer à l'arme à feu lentement et rapidement, ce sont deux disciplines complètement différentes. C'est pour ça que les expressions du genre slow is smooth, smooth is fast, ça n'a strictement aucun sens. Vous pouvez être le plus smooth du monde, vous ne serez jamais fast si vous ne travaillez pas la vitesse. C'est valable au début pour les manipulations, etc. Mais ensuite, en termes de contrôle du recul, etc., ça n'a aucun sens. Donc le contrôle du recul, justement, c'est quelque chose qui n'est jamais travaillé parce que le recul d'une arme en tir lent, on s'en fout. On va prendre 1 heure pour le remettre en cible, etc. Ça n'a aucune importance. Alors que remettre une arme en cible le plus rapidement possible sous l'effet du recul, c'est là que la prise en main entre en jeu et c'est là que ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que ce qu'on voit en police souvent dans les fusillades, ça va être un premier coup, parce qu'ils tirent toujours rapidement dans les fusillades, il n'y a jamais de prendre son temps, etc. comme on voit à l'entraînement. Il y a toujours le premier coup qui est à peu près vers la cible, le deuxième qui va être là, le troisième là, le quatrième là, parce qu'ils vont essayer de trop compenser le recul
avec le stress, etc. et le manque d'entraînement, et on se retrouve avec des coups au but de autour des 10%. Donc le problème, c'est que la plupart du temps, les gens qui se retrouvent dans une fusillade tirent très vite, et c'est la première fois de leur vie qu'ils tirent très vite. Ils ne se sont jamais entraînés correctement à travailler la vitesse, travailler le contrôle du recul, etc. Donc sur ce, je rebouche mes impacts. Ça, c'est certainement l'investissement le plus important dans la carrière d'un tireur, c'est ce truc-là. Parce que justement, l'un des problèmes qu'on voit tout le temps en instruction police, c'est que les mecs tirent sur des cibles qui sont complètement éclatées. Donc vous prenez le groupement de tir que j'ai au milieu, vous mettez ça partout sur la cible, et les mecs continuent à tirer en n'ayant aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est un truc qu'on voit toujours. Et autant ne pas tirer que tirer comme ça. Comme je le disais, chaque coup en cible, c'est de l'information. Si j'ai tapé là, je dois savoir pourquoi j'ai tapé là. Si j'ai tapé là, je dois savoir pourquoi j'ai tapé là. Si j'ai une cible qui est complètement éclatée, impossible de comprendre ce qui se passe. Donc encore une fois, tir rapide, tir lent. Alors voilà, si je me mets à faire un bear drill ici, en tir lent. Là, je vais mettre tous les coups les uns sur les autres. Ça va me servir strictement à rien. Est-ce que je fais des progrès en faisant ça? Jamais de la vie. Maintenant, si je le fais rapidement, on voit que le groupement écarte. Bon là, en l'occurrence, ça reste quand même largement acceptable, même si j'étais en 2,23, ce qui est assez lent. Mais c'est bien, ça montre différents niveaux de vitesse. Donc maintenant, on va le faire vraiment rapidement. Une 76 avec un petit peu de trigger freeze. Donc trigger freeze, qu'est-ce que ça me dit? Que ma main forte était un petit peu trop tendue. Donc le groupement ouvre un petit peu normal, ça reste acceptable. Là, je sais que c'était mon premier coup parce que je fais attention à ce qui se passe. Donc sur la présentation, dès que je vois du rouge, j'envoie parce que j'essaie d'être le plus rapide possible. C'était un premier coup en 0,87. Ça reste dans la zone alpha, même si c'est pas avec les autres. Ça reste pas trop mal. Donc voilà, en l'occurrence, pas grand-chose à dire. Donc je vais vous faire quelques autres exemples. Donc encore un exemple sur la vitesse à l'entraînement. On va faire un genre de Blake drill, donc juste 2 transitions, qu'on a 3 cibles, 2 coups chacune. Donc si je le fais lentement, évidemment, encore une fois. Voilà, on est tous dans la zone alpha. Ça m'apporte strictement rien. Je peux faire ça 10 fois, j'aurais juste gâché 60 cartouches. Maintenant, je peux le faire à une vitesse qui va être ma vitesse rapide, confortable. On va dire ma vitesse... ce que je pourrais faire en match par exemple. On voit que là j'en ai une qui est un petit peu partie à gauche. On est bien un beau groupement au milieu. Alpha à droite. Donc là ce qui est intéressant, c'est que c'est pas très rapide, mais c'est suffisamment vite pour faire des erreurs et pour comprendre pourquoi. C'est-à-dire que là je sais pourquoi j'ai tapé un petit peu à gauche. C'est un petit peu le même problème que sur le bear drill tout à l'heure. Présentation un petit peu trop hâtive. Ensuite on se rattrape, on est pas mal. Donc là le groupement au milieu, j'ai eu le temps de corriger. Et à droite, pourquoi j'en ai un qui est à gauche, même s'il est vachement proche des autres, c'est parce que j'étais en train de transitionner l'arme, et dès que j'ai vu rouge, donc le point rouge sur ma cible, bam, le coup est parti un petit peu trop rapidement. C'est pas encore trop problématique, au contraire, j'ai fait des erreurs, je sais pourquoi, donc là je peux m'améliorer, je peux travailler. Maintenant on va le faire vraiment vite. Donc là, même problème que tout à l'heure, donc là je sais que j'ai un problème sur mes premiers coups, je tape trop à gauche à chaque fois. Là, vraiment le coup classique de faire passer l'arme de droite à gauche, donc j'en envoie un dès que j'arrive sur la cible, un dès que je repars de la cible. Et là on n'est pas trop mal, on était en 1,84. Donc là ça reste encore une vitesse où je suis capable d'expliquer ce qui se passe. On va aller vraiment à fond. Là je suis en 1,69. Donc tout est en cible. Là j'ai tapé vachement bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai peut-être bien raté la cible ici une fois. Je suis incapable d'expliquer pourquoi. Donc ça c'est de l'entraînement à une vitesse qui sert à rien. Donc ce qu'on voit, c'est que l'important c'est de s'entraîner à une vitesse où, comme on dit en anglais, the wheels fall off. C'est-à-dire que les roues commencent à tomber du carrosse, les roues commencent à se déboulonner, il faut comprendre pourquoi. Si je travaille lentement, boum, 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 à une vitesse où je peux garantir des groupements grands comme ça ou des alphas à chaque fois, etc. Je peux y arriver 1000 fois sur 1000, ça me sert strictement à rien, je ne ferai jamais de progrès comme ça.
Au contraire, une vitesse où je commence à faire des erreurs et à comprendre pourquoi, c'est là que je vais pouvoir analyser, comprendre. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à tout ce qui se passe, la prise en main, le travail visuel, surtout le travail visuel d'ailleurs, c'est à peu près 80% du travail. Ça va vraiment me permettre de faire des progrès et d'accélérer. Et ma vitesse maximale confortable d'avant, c'est-à-dire qui était peut-être ici, maintenant elle va être ici. C'est-à-dire pour les gens qui disent oui mais tirer vite ça rapproche du seuil de l'erreur, etc. C'est-à-dire que leur seuil de l'erreur à eux il est là, le mien il est là. Donc même si je me rapproche du leur, je serai toujours au-dessus de leur maximal. Donc c'est encore une fois, des gens qui disent ça, c'est les gens qui savent pas tirer vite, qui ne font pas le travail, etc. Donc ça c'était un exemple d'entraînement productif, pas spécialement ce drill là, mais juste le fait de faire attention à tout ce que vous faites, c'est ce dont je parle du début à la fin de la formation drill à sec. Faire attention à sa prise en main, le travail visuel, etc. Comprendre ce qui se passe. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'entraînement improductif, ce qu'on voit souvent soit dans la formation pro, soit dans la formation tactical pour les civils ici. Donc ça va être un truc du genre, donc là j'ai un gong à une quinzaine de mètres, voilà, 10 tirs derrière un couvert. Allez, contact! Contact! Oh là là, doucement, ralenti, ralenti! Change de position! Contact! Voilà, du théâtre qui sert strictement à rien. On s'en fout, on ne cherche même pas à comprendre ce qui se passe. On touche, on est content. On touche pas, tant pis, on touchera le coup d'après. Voilà, si c'est ça, faire utilisation de couverts, etc. Enfin, ça ne sert strictement à rien, quoi. Enfin, l'important c'est de comprendre les principes, mais mettre en pratique dans ce genre de drill, c'est du spectacle, quoi. Donc ce qu'on voit tout le temps, c'est ça, c'est des pseudo-scénarios, des trucs pseudo-réalistes qui en fait ne travaillent ni la tactique sérieuse, ni le tir sérieux, qui sont une espèce de mélange des deux qu'on fait soit par manque de temps, soit par manque de compréhension, et qui au final ne servent vraiment à rien. Et donc ça c'est la méthode un petit peu à l'ancienne, et ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle la drill culture, qui est également assez problématique. C'est déjà un petit peu mieux, mais on voit des gens, déjà les gens ne comprennent pas vraiment l'entraînement et donc ils font un peu des drills prescrits sur mesure. Là je vais faire tel truc, là je vais faire tel drill, là je vais faire un build drill, là je vais faire ceci, cela, les drills de mes instructeurs préférés sur Instagram et autres. Et en fait, encore une fois, ça c'est un peu problématique, ça fait passer ça peut motiver, donc déjà c'est le point positif, mais ça fait passer de mauvais à moyen, mais après on atteint vite un plafond avec ce genre de truc. Ça ressemble à ce genre de... c'est un peu toujours la même chose, un reload one, reload one. Ça va être les variantes à l'infini de ce genre de truc, genre 5 rechargements 5. Qu'est-ce qu'on va avoir? Enfin bref, une infinité de trucs comme ça. Deux coups de tête, rechargement, deux coups corps, rechargement, un coup tête. Donc ça c'est des trucs qui vont se faire à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres pour gagner des bibelots, etc. Et en fait au bout d'un moment ça limite vraiment l'entraînement, et je vois des gens qui tirent depuis des années qui sont encore coincés à faire ces trucs là, quoi, alors que il y a tellement mieux à faire avec ces cartouches. L'un des problèmes de ce genre de drills, c'est que déjà on est focus sur le résultat, est-ce que j'ai réussi ou pas, c'est tout ce qui intéresse. Le temps, le résultat en cible, on fait beaucoup moins attention au processus qu'au résultat, et ça se transforme un peu en numéro de tir, quoi. Les mecs le font 150 fois de suite jusqu'à y arriver. Donc là, exemple vraiment tout bête, truc que j'ai inventé en 2 secondes. J'ai juste mis des cibles disposées un peu n'importe où, un gong au bout là-bas, et qu'est-ce qu'on a? Donc là j'ai un dégainé avec une cible très facile à peine 3 mètres. Donc là ça veut dire en gros niveau de confirmation 1, c'est-à-dire j'ai à peine du rouge sur le marron, bam bam ça part. Là on est encore largement en tir prédictif, là-bas ça commence à devenir réactif parce qu'on est à 10-12 mètres. Donc là c'est des transitions, l'intérêt de ces transitions assez serrées, c'est qu'on a tendance à se faire aspirer, comme on dit, le regard par le dot, alors qu'il faut rester focus sur la cible. Encore un truc d'ailleurs qu'on apprend toujours, focus sur son guidon, machin, focus sur ses organes de visée. Non, focus sur la cible, surtout à ces distances là. D'arriver en fait à mener l'arme du regard sans se laisser distraire par le dot sur des transitions qui sont si courtes, c'est pas si facile. Ensuite on a un niveau de confirmation, là on est à 27 mètres à peu près sur le gong, confirmation 3, j'attends d'être stable, etc., de faire partir mon coup. Ensuite j'ai sorti de position, entrée de position, arrivé avec l'arme déjà présentée, encore une fois sur ma confirmation 3, après la même chose, le même exercice dans l'autre sens. Rien que ça, on a travaillé 10 trucs différents que ne permettent pas de travailler les drills préfaits, quoi. On essaie de faire attention à ce qui se passe. Et des variantes de ça, on peut en avoir à l'infini.
D'ailleurs, ne pas faire 50 fois les mêmes drills. Là, on est pas mal, on est tout A. Là, on a du beau petit groupement. Là, on est pas mal. On peut changer l'orientation, changer les positions de tir, etc. Là, il y a des millions de trucs à faire. Et voilà, tout ça, c'est du one shot. Je le fais une fois, après, je passe à autre chose. S'il y a des problèmes, je les corrige. Déjà, je pars, je suis pas assez bas sur ma première séquence de tir, pas assez bas sur mes appuis, donc je sors pas de la première position assez agressivement. J'ai besoin de me baisser, ensuite d'initier mon mouvement. Quand j'arrive sur ma deuxième position, je n'ai pas l'arme qui est présentée assez rapidement. Il faut arriver en position avec l'arme déjà sur ma cible. Ça permet de faire partir le coup beaucoup plus rapidement. Étant donné que je suis focus sur ma cible, de toute façon, il n'y a pas d'effet tunnel ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment une perte de temps pour rien. Voilà, plein de petites choses. Donc le tout, c'est de faire attention à ce qu'on fait. Et une fois de temps en temps, un petit stage ou parcours de TSV pour mettre bout à bout toutes les choses qu'on travaille à l'entraînement. Donc là, la partie purement technique. Donc là, j'ai, je crois, un stage de 18 coups. Donc on fait le plan un petit peu comme on a envie. Moi, je vais faire ici, je vais partir. Donc là, j'ai 2 cibles qui deviennent visibles à mesure que j'avance. Donc le challenge, le défi, ça va être de venir établir mon focus visuel très rapidement au centre de ces cibles-là. Les attaquer assez rapidement parce que c'est des cibles ouvertes, assez proches. Mon but, c'est d'avoir des transitions, c'est de ne pas avoir de temps de transition. Boum, 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 boum. Ensuite, j'ai une transition assez ample en plus sur une cible avec un no-shoot. Donc la cible blanche, c'est un otage, on n'y touche pas. Donc il va demander un tout petit peu plus de confirmation. Après, je vais enchaîner sur celle-là qui est ouverte et un gong un petit peu en déséquilibre ici. Ensuite, partir le plus vite possible dans la direction opposée, attaquer ces cibles-là en mouvement, le gong en mouvement si possible et une cible là-bas, une quinzaine de mètres. Donc il va demander un petit peu plus de confirmation, encore une fois dans une position un petit peu inconfortable autour du mur. Donc c'est un tout petit parcours que je vais faire en peut-être, je sais pas, 8 secondes, un truc comme ça, et qui va me permettre de travailler énormément de choses, dire 10 fois plus que n'importe quel drill. Et si c'est en match, ça va être à froid, je vais avoir une seule chance pour bien faire. « 7,60 ». Donc, Alpha, Charlie. Comme d'habitude sur la transition, le coup est parti un tout petit peu trop tôt, mais à cette vitesse-là, en mouvement, c'est pas mal. Alpha, un tout petit peu au-dessus, juste parce que j'avais un petit peu peur du no-shoot en mouvement, mais c'est pas mal. Alpha. Une belle doublette réactive sur la cible qui a une quinzaine de mètres. Les gongs, c'est bon. Deux alphas sur le no-shoot ici. Bon, c'était pas un trop mauvais run, j'ai oublié déjà le score, je crois que j'avais au moins 2 Charlies. La façon de calculer le score ici, c'est, comme je l'ai déjà dit, la zone alpha 5 points, Charlie 3 points, delta 1 point. Donc tout cumulé ici, c'est un parcours à 80 points. Divisé par 7,60, donc j'avais 2 Charlies, donc ça fait 76, divisé par 7,60, exactement 10 de hit factor. Le hit factor, c'est la manière de calculer le score dans ce sport. En gros, c'est la quantité d'énergie qu'on est capable de délivrer en cible par seconde. Là, j'étais à tout simplement 10 points par seconde. Donc en gros, l'équivalent de 2 alpha par seconde. Ma seule erreur, ça a été, qui m'a fait perdre peut-être pas loin d'une demi-seconde, c'est qu'une fois que j'étais ici, j'ai attaqué le gong là-bas dans une position un petit peu inconfortable, un petit peu en déséquilibre pour passer derrière le mur. Et j'ai fait basculer mon poids de l'autre côté pour repartir, ce qui m'a coûté pas mal de temps, alors que j'aurais simplement pu faire un petit drop step une fois que je suis là, comme ça, et on repart beaucoup plus facilement, beaucoup plus agressivement. Donc ça, c'est des petits détails après pour optimiser le mouvement. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc ne serait-ce qu'un petit parcours comme celui-là, on travaille le tir en mouvement, tir en déplacement, transition de cibles, des cibles proches, des cibles éloignées, donc différents niveaux de confirmation, tir réactif, tir prédictif, tir dans des positions un petit peu moins conventionnelles autour des murs, etc. Déplacement avec une arme de la façon la plus sécurisante et la plus subconsciente possible. Donc déjà, si tous les professionnels armés pouvaient arriver à un niveau, donc en USPSA par exemple, on a GM, M, Grandmaster, Master, A, B, C, D, ne serait-ce qu'arriver à un niveau B class, ça serait déjà extraordinaire quoi, pour tous les professionnels armés. Ça ressemblerait un petit peu à quelque chose comme ça. Donc si tout le monde pouvait arriver déjà à savoir tirer en déplacement sur des cibles qui sont proches, à savoir tirer en déplacement sur des cibles un petit peu plus dures, même quitte à aller doucement, à savoir toucher la zone A, là à quoi, 6 mètres, bam, le gong sans s'y reprendre 50 fois, même chose ici, bam, bam,
bam, bam, bam. Là, j'ai oublié de mettre le bip, on devait être en, je sais pas, 15 secondes. Niveau C-class, B-class, ça serait déjà le jour et la nuit avec le niveau actuel, quoi. Bon, pour conclure rapidement, la vidéo va être très longue alors que j'ai même pas gratté la surface de toutes les choses dont il faudrait parler. Les petits exemples que je vous ai montrés, etc. C'est même pas 5% des choses dont j'aurais envie de vous parler sur ce sujet-là, mais malheureusement, je vais pas y passer la journée. C'est un sujet qui mériterait des heures et des heures de traitement. J'espère que vous avez compris dans les grandes lignes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.